Le pouvoir, on le confond souvent avec la taille, la richesse ou la domination. Mais il existe une autre forme de pouvoir, celle qui s'enracine. Celle qui s'exerce sans bruit, dans la durée, à partir d'un territoire qu'on ne possède pas, mais que l'on sert. À Groix, 8 km² entourés d'océans, ce pouvoir-là a le visage d'une femme, Marianne Guyadère. En 1999, le maire de Lille dit au père de Marianne « Mais mon île est en train de crever ». Et un an plus tard, naît Groix et Nature, la dernière conserverie artisanale de Lille. Marianne avait 15 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, elle en est la présidente. 19 croisillons employés à l'année, 30% de surcoût assumés par fidélité au lieu, aucun investisseur, aucun capital externe. Ici, on coupe encore le poisson à la main, on fume le maquereau au bois de hêtre, on travaille avec les producteurs d'ormeaux de Groix. Le goût comme un acte politique. 5e génération d'une lignée entrepreneuriale bretonne née en 1930, elle incarne une continuité rare, celle d'un pouvoir qui ne se conquiert pas, mais qui se mérite, génération après génération. Alors, d'où vient son autorité, de son île, de son nom ou de sa manière de diriger ? Dans cet épisode de Nouveaux Récits, nous allons parler d'un pouvoir insulaire, lent, incarné, un pouvoir qui relie économie, héritage et responsabilité. Un pouvoir qui ne cherche pas à s'imposer, mais à durer. Je suis Fouad Souak et bienvenue dans Nouveaux Récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveaux Récits. C'est vrai que Nouveaux Récits, on en parle beaucoup plus en plus. Nouveaux Récits. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Nouveaux Récits, c'est ce qui t'a plu à venir aussi. Ils sont pas nouveaux, ces récits. Bonjour Marianne, Bonjour, ça va ? très bien. T'es arrivée un peu essoufflée, non ? Je cours un peu, mais tout va bien. Ouais, je suis très très heureux de t'accueillir à mon micro. Ben, également, ravie d'être présente. T'as quitté ton bout d'île pour venir à Rennes, le lieu du studio. Ça fait quoi de représenter une île ? Alors, j'ai jamais considéré que je représentais en tant que telle une île. Par contre, je souhaite représenter la beauté de ce territoire, le faire rayonner. Je dirige une entreprise qui s'appelle Groix et Nature. Avant même de t'expliquer ce que je fais comme produit, je vais t'expliquer l'île de Groix. Ouais. Et rien que ça, en fait, c'est un engagement de ma part et de la part de l'entreprise au quotidien à pouvoir défendre un savoir-faire insulaire, de défendre des convictions. Et en ça, c'est assez fort. Eh bien, c'est exactement ce dont on a envie de parler ici. On a probablement moins envie de présenter ce que beaucoup de personnes connaissent déjà, même si on n'a pas tous du Groix et Nature dans son frigo ou dans ses placards, alors qu'on le devrait. Tout à fait. On le devrait. Je ne vais pas faire comme Mathieu Stefani ici qui demande un code promo à la fin de ses épisodes pour avoir sa rillette. Mais en tout état de cause, si on reprend un peu l'histoire de Groix et Nature et ton histoire, l'histoire même de l'île, on va aborder tout cela. Tu as toi-même rejoint Groix et Nature dans les années 2010, avant la trentaine. Tu as travaillé dans un groupe familial, et tu travailles toujours donc, dans ce groupe familial, Guyadère Gastronomie. Et après avoir rejoint Groix et Nature, tu deviens sa directrice générale, donc à peu près 30 ans. Donc, je vais être un peu cash dans cette première question, mais je vais te demander un peu de déconstruire ou de tordre le cou à cette idée que, au final, en étant la fille d'eux, en l'occurrence Christian Guyadère, eh bien, on a moins de mérite que les autres. D'où tire-t-on sa légitimité quand on reprend, d'une certaine manière, le flambeau d'une entreprise familiale ? C'est une question intéressante et que je me suis également posée dans mon parcours de vie, dans mon parcours professionnel. Premièrement, j'ai eu, je crois, de la chance de naître dans une famille
qui vraiment vivait, respirait au rythme de l'agroalimentaire. L'histoire, avant même de parler de Groix et Nature, quand on parle de Guyadère, c'est une entreprise qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1930 dans un village dans le Finistère qui s'appelle Landré-Varzec, où donc mon arrière-grand-père était et charcutier et maire du village. Ah ouais. Et ça pose en fait les bases parce que Oui. petite, j'allais pas au centre aéré, j'étais dans le bureau de ma grand-mère qui était en face du bureau de mon père. J'entendais les discussions sur les produits, sur les clients. J'adorais jouer à la marchande. Et en fait, ça m'a permis de construire une forme d'aspiration, d'idée et surtout de conviction vis-à-vis du territoire. Et j'y reviendrai plus tard parce que on s'en rend pas tout de suite compte. Mais de voir effectivement ma famille travailler dur pour défendre un engagement local, c'est quelque chose qui s'est construit, à mon sens, dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est la première étape, Guyadère. Et ensuite, j'avais 15 ans quand mon père a créé Groix et Nature. 15 ans, c'est l'adolescence. On adore aller avec ses copains. Et moi, je me suis retrouvée sur l'île de Groix avec ma sœur et mon père. Et on dormait au-dessus de la conserverie qui venait de racheter. Bon. C'était pas forcément le programme des vacances que j'avais imaginé. Et en fait... On adore passer ses vacances sur une île, mais peut-être pas comme ça. Oui, et puis ça a, là encore, créé une deuxième pierre, je dirais, dans ma future construction professionnelle, étant donné que je me suis intéressée à l'île de Groix, quitte à y être, de me dire, tiens, c'était le premier portonnier, il y avait des conserveries, on relance une activité de conserverie, c'est chouette. Ouais. Ça reste toujours dans un coin de ma tête, et j'ai un parcours après, moi, plutôt... commercial, avec un BTS commerce international que j'ai fait à Rennes, et puis le SRN que j'ai également fait à Rennes. Après, j'avais plutôt des envies et des rêves de voyage. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Chili, dans différents pays. Et j'en viens à tout ça parce que j'ai eu, et je n'ai ressenti aucune pression familiale sur le fait de vouloir travailler dans l'entreprise. Mes sœurs ne travaillent pas dans l'entreprise, mes tantes ne travaillent pas dans l'entreprise. Et je pense que c'est une liberté créative au niveau entrepreneurial qui est hyper importante. C'est-à-dire que je suis d'abord arrivée dans l'entreprise parce que j'en avais envie et que mon père Christian avait aussi besoin d'ouvrir un poste au niveau international, qui était mon parcours initial. Et je pense qu'on voulait aussi tous les deux tester, de voir comment c'est travailler en famille. Parce que je pense qu'il faut avoir des règles, une forme de respect sur les missions de chacun. Et donc, cette reprise, finalement, de Groix et Nature est arrivée avec une forme de maturité, une envie très forte qui s'était construite. Et puis, et ça, c'est, je crois, très important, une volonté d'avenir pour l'entreprise. Je n'ai pas repris l'entreprise pour reprendre l'entreprise. J'ai repris l'entreprise pour respecter la façon dont elle a été créée, sa genèse, que je partage totalement en termes de valeurs, mais pour aller encore plus loin et puis apporter aussi une nouvelle vision d'entreprise. Et c'est pour ça, je reprends ta question de dire oui, fille d'eux, bien évidemment, on me l'a dit. Et c'est pas grave, c'est une fierté d'être la fille de mon père, de ma mère. J'ai un modèle qui est ma grand-mère, qui m'a vraiment amenée dans des rendez-vous clients. Alors, je sais pas si aujourd'hui ce sera encore possible, mais à 6-7 ans, je faisais des rendez-vous chez des grossistes. Je pense que tu as la direction du travail sur le dos. C'est ça, peut-être. mais ça laisse non seulement des souvenirs et qui sont évidemment importants, et surtout, je crois que ça a assis un projet, créé une fierté de pouvoir aussi continuer, mais tout en étant très, très libre dans mes choix et dans les convictions que je voulais aussi apporter dans l'entreprise. Et ça veut dire que, au final, c'est une construction et que ça ne s'est véritablement jamais imposé à toi. Et au final, c'est ton propre parcours qui, évidemment, on part d'un terreau, on part d'un environnement, on essaie de faire ses expériences, on se souvient de moments fondateurs.
grâce à ses parents et à ses rencontres. Mais c'est grâce à cette expérience-là qu'on se dit que l'on va pouvoir être utile à l'entreprise, d'une part, utile aussi à la famille, parce que j'imagine que si au final, personne dans la famille n'a envie de reprendre la boîte ou n'a envie de poursuivre l'œuvre, eh bien, il y a peut-être une petite responsabilité ou une petite pression de dire, ok, moi peut-être vais-je y aller ou pas. Je ne ressens pas cela, justement, en fait, de ce que tu viens de dire. Donc, quelle est cette... tu n'as jamais ressenti cela comme un fardeau et tu n'as jamais ressenti cela véritablement comme une responsabilité supérieure? Je m'y suis refusée parce que si on écoute un peu l'extérieur, on peut très vite ressentir cette forme de pression. Et il me semble qu'en tant que chef d'entreprise, c'est important de pouvoir créer sa vision, son parcours. Et j'ai voulu aussi travailler dans d'autres entreprises avant de rentrer dans l'entreprise familiale pour me former, pour me tester. Et ça me semble être aussi assez sain de pouvoir le faire ainsi parce que la vie d'un chef d'entreprise, on n'est jamais préparé. Il n'y a pas une école qui vous dit bonjour, vous rentrez dans une école de chef d'entreprise. Donc, il faut vraiment croire en ce qu'on fait, savoir se relever et puis être prêt à assumer les raz-de-marée qu'on peut vivre en tant que chef d'entreprise. Mais c'est un métier passion, très clairement. C'est pas le métier qui est peut-être le plus simple, plus facile, hein. mais c'est un métier que je trouve tellement beau où chaque matin, quand je me réveille, j'ai le sens de pourquoi je le fais. Et c'est un vrai moteur. Et je pense que, voilà, faut, en tout cas dans mon cas, de se dire non, j'ai pas ressenti cette pression parce que je n'ai pas forcément écouté cette pression. Bien évidemment, quand vous arrivez dans des instances en Bretagne où le nom de l'entreprise de mon père était connu, où mon père avait pu y participer, je crois qu'il faut l'accueillir aussi avec bienveillance. Enfin, c'est important aussi de pouvoir comprendre d'où on vient, ce qu'on est, où on va. Et voilà, moi, je l'ai plutôt bien vécu en ayant, par contre, une détermination aussi de pouvoir mener le bateau là où je souhaitais aller et où j'ambitionnais le futur de Groix et Nature. Il y a quelques années, je travaillais à Marseille et je discutais avec le président de l'université d'Aix-Marseille 2, l'université de la Méditerranée, Yvon Verland. Et il disait un truc extrêmement juste, c'est que peu importe les hommes ou les femmes derrière les institutions, ce qui compte, c'est l'institution. Certes, à la direction de cette institution, on peut en avoir des plus ou moins bons ou des plus ou moins mauvais, mais les institutions sont suffisamment solides pour qu'elles perdurent. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quand l'institution devient un nom de famille, donc Guyadère, et que ça renvoie à un imaginaire collectif, et qu'on doit pouvoir, pour façonner cette institution, se faire un prénom. C'est ça qui est aussi intéressant, et je trouve que dans ton parcours, et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, ce que tu façonnes, c'est d'abord un nom de territoire, avec Groix. Et donc, tu l'as évoqué avec ton arrière-grand-père, qui est donc entrepreneur, commerçant, artisan et maire. Et donc, l'histoire, c'est donc la fin des années 90, quand le maire de l'île de Groix appelle ton père, donc c'est l'histoire, pour sauver son île et reprendre donc la dernière conserverie. Et donc, on revient en fait à cette question de l'agroalimentaire, de la Bretagne et du territoire dans le territoire, comme parfois il peut y avoir des États dans l'État. Et est-ce que tu ressens pour le coup cette responsabilité, ou peut-être pas le mot responsabilité, mais cette charge politique extrêmement importante à travers cette œuvre entrepreneuriale? Est-ce que tu la ressens encore toujours 25 ans plus tard? Est-ce que tu te l'es emparé? Comment est ton rapport à ce territoire et à la responsabilité que les entreprises ont dans la manière dont ils façonnent leur économie locale?
Alors, pour essayer de répondre à ta question, alors déjà, Guyadère, ça veut dire tisserand en breton. Je ne sais pas si tu savais ça. Oui. Non. Et donc, Alors, je savais que très souvent, les noms de famille, c'était le nom des métiers. oui. Mais il était charcutier, ton arrière-grand-père. Donc, Oui. il était tisserand. Ah, tu le sais. faut remonter encore plus loin. Mais ce qui est joli, c'est quand même ce parallèle Oui. entre le fait aussi de tisser au niveau du territoire, ce qui a toujours été fait dans ma famille. Et mon père s'est beaucoup investi aussi dans tout ce qui est Bretagne, territoire, à travers des associations, à travers le collectif. Et il m'a transmis aussi cette notion collective. Et l'importance aussi d'aller vers les autres et de donner de son temps en tant que chef d'entreprise à d'autres pour pouvoir faire grandir le territoire. Et après, pour répondre plus précisément par rapport à Groix, effectivement, l'île de Groix, c'est comme toutes les îles, c'est un territoire qui est fragile. Je suis coprésidente aujourd'hui de l'association Savoir-faire des îles du Ponant, qui regroupe 15 îles. On voit en fait que les îles sont des territoires qui vont vivre d'une façon plus forte et plus en amont que le continent, certaines problématiques écologiques, économiques. Donc, entreprendre sur une île, c'est vraiment avoir cette conscience du vivant et cette conscience du territoire. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas aller à l'encontre du territoire, mais qu'on est là, au contraire, pour le sublimer, pour l'accompagner. Dans quelques années, pour l'instant, je suis encore bien au travail, mais quand il sera temps pour moi de tourner la page, j'aimerais me retourner en me disant, ce qui a été fait, on l'a fait et on l'a bien fait pour les hommes, pour le territoire, pour le vivant. Et cette notion de transmission est hyper importante. Alors, l'avantage, je dirais, d'être dans une aventure familiale, c'est que j'ai pu assister aussi à la naissance de cette entreprise, aux difficultés du quotidien d'entreprendre sur une île. Et aujourd'hui, moi, je suis maman de 2 enfants qui ont 13 ans et 10 ans. Et c'est hyper important pour moi aussi de leur expliquer et de leur transmettre ces valeurs en les emmenant aussi dans l'entreprise pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent ressentir aussi cette énergie. Parce que le pari initial que s'était lancé Dominique Yvon, donc le maire de Groix à l'époque, et mon père, c'était de créer 10 emplois. Et en fait, à hauteur d'un territoire, donc aujourd'hui on est 19 sur l'île de Groix, c'est aussi assurer une pérennité économique sur l'île. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des écoles qui restent ouvertes. Ça veut dire des personnes qui vont pouvoir trouver un logement à l'année sur le territoire. Donc, on a un rapport par rapport à l'île qui est totalement différente que si on était sur le continent. On prend en compte vraiment des données qui sont beaucoup plus larges. Et en ça, oui, faut avoir cette, je dirais presque cette passion. Enfin, je suis ravie d'être bretonne et je trouve que la Bretagne, c'est vraiment une région qui est incroyable parce que quand on regarde, on a des pêcheurs, on a des agriculteurs, on a des entreprises qui peuvent transformer. Et d'où l'importance, comme j'ai dit tout à l'heure, du collectif, c'est qu'on sait créer un engouement qui nous confère une puissance vraiment très, très humaine et très dans l'avenir. C'est drôle, parce que lorsque j'ai créé maintenant, c'est le 44e épisode, c'est quand même pas si mal. Quand j'ai créé Nouveau Récit, je n'avais strictement aucun prisme breton. Moi, je suis basé donc à Rennes, je l'ai été à Saint-Brieuc pendant de nombreuses années pour des raisons professionnelles. Je me suis quand même dit que on avait là un territoire, une région vraiment très atypique, très singulière, faite d'expérimentation et de profils d'entrepreneurs et de responsables politiques qui valent quand même le coup. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai digressé presque malgré moi vers, pas la quasi-totalité, mais une très très bonne partie de mes invités sont originaires ou sont des acteurs politiques ou économiques bretons. Parce que je me dis, en fait, il y a une singularité qu'il faut réussir à mettre en avant et celle de cet engagement envers les territoires, envers les associations, envers une forme d'humanisme et d'engagement aussi environnemental et écolo qui est quand même relativement forte
à des degrés différents, mais relativement fortes quand même. Donc tu parles de transmission. Quelle est l'image que tu te fais justement de ce moment où tu auras envie de transmettre? Est-ce que tu t'es fixé dans la vision de dirigeant d'entreprise où tu dois commander pas simplement au quotidien des factures à payer et des chaluts à ramasser, mais aussi de ce que Groix et Nature pourrait ressembler, à quoi Groix et Nature pourrait ressembler d'ici 15, 20 ou 30 ans? À quoi, au final, aussi Groix elle-même pourrait ressembler? En fait, si on regarde un peu l'avenir et de voir quels sont les enjeux aussi pour Groix et Nature, et quand on parle de transmission, je parlais tout à l'heure du vivant, c'est demain, qu'est-ce qu'on va consommer? Et en ça, l'agroalimentaire est incroyable parce que on voit bien, on est une conserverie principalement de poissons. Aujourd'hui, on s'est ouvert vers le végétal parce qu'il y a quand même des réflexions à avoir et ça, c'est notre quotidien. Hein. C'est notre quotidien de penser matière et de s'adapter à travers la matière qui est disponible ou pas. Donc, si tu veux, je pense que dans les années à venir, il faudra que Groix et Nature soit un modèle en étant vertueux et en étant sur un équilibre, on va dire, entre la partie économique, la partie environnement et la partie sociétale, qui sont vraiment 3 piliers et 3 enjeux majeurs aujourd'hui. Et je voudrais me retourner un jour sur mon parcours en me disant que j'ai avancé sur ces 3 engagements-là, parce que ça passe par à la fois continuer à travailler nos produits, l'engagement des produits. Depuis le départ, on travaille sans colorant, sans conservateur, en pêchant au maximum en Atlantique Nord-Est. Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on a des ormeaux qui viennent de Groix. On a créé des filières avec des agriculteurs insulaires. On travaille de la pleurote de Belle-Île, de la betterave de Groix, du piment de Groix. En fait, c'est vraiment... je serais assez fière si on arrive à vraiment capter et à travailler en collectif sur le territoire et de dire, nous, on est vraiment artisans producteurs. On a un savoir-faire, on est entreprise du patrimoine vivant. On sait prendre le temps sur les étapes qui sont clés pour sublimer et retrouver chaque goût dans les produits que l'on fait. Mais travaillons ensemble, que ce soit avec vraiment l'amont et l'aval. Et ça, c'est un vrai challenge du quotidien, en fait. C'est de se dire comment on peut faire. Et on voit bien que la Bretagne, tu as des associations qui sont très fortes, hein, comme Produits en Bretagne, comme la marque Bretagne. Maintenant, il faut qu'on arrive à orchestrer et passer vraiment le step plus loin. Pour d'un point de vue d'un point de vue produit, d'un point de vue approvisionnement. Et puis je serais assez fière aussi si on arrive à vraiment engager durablement l'entreprise sur un modèle plus vertueux. Travailler sur une île, c'est quoi? C'est faire attention à sa consommation d'eau, à sa consommation d'énergie, comment on peut ou pas réutiliser les pots en verre que l'on fait, c'est d'aller au bout de ces sujets. Et en fait, si tu veux, quand on est une PME, aujourd'hui, Groix et Nature est une PME, on a quasiment une liste à la Prévert de défis. C'est ce qui rend le projet passionnant, mais c'est ce qui aussi nous impose une forme de rigueur de se dire on ne peut pas tout faire. Sinon, c'est frustrant. On se dit, oh là là, et c'est de vraiment cadencer les choses et de pouvoir avoir des vrais partenaires sur le sujet. Et pour rebondir aussi sur la notion de transmission, j'ai à cœur aussi de pouvoir aller vers le consommateur final, parce que derrière un produit, un pot de rillettes de 100 grammes, par exemple, on ne peut pas écrire tout ce qu'on veut sur l'étiquette, ce serait trop long, malheureusement. Et en ça, j'ai créé en 2019 le comptoir Groix et Nature à Lorient, qui est une épicerie fine, bistrot, cantine, vraiment lieu de vie où tu vas avoir des expos avec des artistes insulaires. Et là, c'est vraiment ce temps d'échange qui me passionne et auquel j'aimerais à l'avenir pouvoir allouer aussi plus de temps, que ce soit dans le développement des comptoirs, mais aussi le développement de comprendre et d'expliquer pourquoi on le fait. Parce que notre quotidien, on dit plus souvent non que oui pour respecter nos valeurs. Et ça, je pense que ce serait agréable de pouvoir l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui l'attendent et qui justement ont envie d'aller plus loin
dans ces explications et dans cette recherche aussi d'engagement à travers le produit et l'affect que l'on vit. On mange 3 fois par jour, mais c'est 3 fois par jour un moment de plaisir, un moment de convivialité. Et là, c'est aussi un vrai rôle, en fait, pour l'avenir aussi de l'entreprise, de pouvoir transmettre toutes ces notions-là. J'ai beaucoup de questions, mais l'un de mes défauts, je n'ai pas beaucoup de défauts, mais j'en ai un, c'est d'en poser plein en même temps. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les garder en mémoire et t'en poser au moins une. OK. La première, en fait, c'est le comptoir. Hein. Vous l'avez créé à Lorient et pas à Groix. Pourquoi ? Alors, la question pourquoi Lorient, c'était une façon de pouvoir... En fait, quand on dit le comptoir Groix et Nature, c'est un comptoir insulaire. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi retrouver un bout de l'île en n'étant pas sur l'île, de retrouver les valeurs que l'on défend dans la conserverie, de pouvoir expliquer l'insularité en n'étant pas sur l'île. Le fait d'être à Lorient, c'était le premier port. Pour Groix, c'est pas nécessairement, voire pas du tout, parce qu'on déconnecte la dimension de la dimension tourisme, même si le tourisme, c'est quand même le deuxième secteur d'activité de la Bretagne. Mais pour Groix et Nature, l'objectif, c'est pas de créer plus de trafic sur l'île. En fait, sur Groix, nous on a une boutique. On a une boutique sur l'île de Groix, qui est une boutique historique qu'on a ouverte en 2001. Néanmoins, c'est effectivement plus aller sur le continent et notamment en Bretagne pour expliquer pourquoi ce choix de l'insularité et expliquer les engagements de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, ou même à l'époque de sa création, Groix et Nature aurait pu exister sur le continent ? Ça n'aurait pas eu de sens, en fait. Ouais. Si tu veux, on s'appelle Groix et Nature et on a, je pense, aucun problème à dire Groix et Nature, parce que justement, l'atelier de production est sur Groix. Ouais. Et si tu veux, en 2015, on a triplé la taille de production sur Groix, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais vous êtes complètement fous. Pourquoi agrandir sur l'île ?» Ouais. Et oui, effectivement, tu le disais en introduction, c'est des coûts supplémentaires pour faire les travaux, pour beaucoup de choses. Mais ça n'a pas de sens de s'appeler Groix et Nature et de ne pas produire sur l'île de Groix. Il y a un engagement aussi vis-à-vis de l'île, de créer de l'emploi, d'assurer ce savoir-faire de conserveur qui était vraiment aussi économiquement le premier emploi sur l'île au siècle dernier. Donc, si tu veux, c'est tous ces engagements qui donc, il y a aussi cette dimension patrimoniale. Qui est très forte. Il y a une dimension forte. Patrimoniale et le fait d'être aussi congruent dans les choix qu'on a pu prendre et qu'on continue de réaliser aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas des choix de facilité, ça je te l'accorde. Mais c'est une réflexion que je me fais aussi régulièrement, c'est de se dire finalement, est-ce que quand c'est facile, ça apporte plus de bonheur ? Pas forcément, parce que chaque étape peut être compliquée. Et on le voit aujourd'hui, les entreprises sont quand même dans des impératifs de court terme, alors que quand on est chef d'entreprise, on se doit de voir à long terme. Et pourtant, on a ces injonctions très court-termistes. Donc, il faut vraiment arriver à naviguer, c'est le cas de le dire, mais sur une temporalité qui est très différente. Ce qui est d'autant plus vrai quand on travaille avec le vivant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Parce que si tu n'as plus de ressources, et ta ressource première, c'est quand même la nature et le vivant, tu ne peux plus exploiter ton entreprise et ton entreprise met la clé sous la porte. C'est pour ça qu'il faut en avoir conscience, 2, y réfléchir, et quand j'y réfléchir, c'est d'avoir une vraie stratégie à travers le régénératif. De se dire quel est notre cap à 10 ans d'un point de vue régénératif pour pouvoir se poser en amont avant que... Parce que des défis environnementaux, on va en avoir. Quand on voit aujourd'hui les différents sujets, on est en surconsommation sur la planète sur quand même beaucoup de domaines. Donc, il faut y réfléchir, y travailler dès à présent pour bien le vivre, parce que c'est des transformations qui sont très longues, notamment sur des entreprises où Groix et Nature fête ses 25 ans cette année. On ne peut pas tout changer, tout transformer du jour au lendemain. Donc, c'est
il faut bien y penser, bien le vivre, et puis surtout embarquer avec nous notre écosystème. Ça veut dire nos fournisseurs, ça veut dire nos clients, ça veut dire vraiment toutes les personnes qui peuvent travailler autour de l'entreprise, hein, les associations, les collaborateurs, bien évidemment, expliquer pourquoi on fait quelque chose ou on ne le fait pas, parce que c'est en même temps un levier qui a tellement de sens, de se dire on court pas tête baissée d'une façon déraisonnée. Cette année, on a beaucoup parlé de la sardine. L'année prochaine, on va beaucoup parler du maquereau. On peut pas avoir des œillères et se dire non, on le voit pas. Donc, au contraire, c'est se dire quelle est la réponse régénérative à hauteur de l'entreprise, et en ça, justement, continuer à créer des comptoirs sur le territoire pour informer, pour transmettre, pour partager, c'est important. Produire d'une façon toujours plus vertueuse. Là, sur le site, on a fait moins 40% de consommation d'eau. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ça, ces sujets, on veut les travailler dès maintenant pour ne pas être dans l'obligation, mais plutôt être dans la réflexion, l'anticipation, et je le dis d'une façon assez humble, à hauteur d'une PME. Ouais. Mais on peut tester des choses. Il y en a certaines qui marchent, d'autres qui marchent pas, et c'est pas grave en fait. On apprend autant de ces échecs que de ces succès. Ouais. On est dans une époque où aussi il y aura beaucoup de crises qui s'enchaînent. Qui avait prévu la guerre en Ukraine? Qui avait prévu le Covid? Personne. Donc moi, je ne suis pas dans une logique de se dire faut se renfermer. Non, à nous aussi de chercher des solutions, même si actuellement, les solutions sont difficiles. Parce qu'on est dans une conjoncture économique qui est quand même très serrée, très difficile pour les entreprises. Il faut en avoir conscience. Et la difficulté, c'est ce que je te disais, c'est de savoir bien gérer à court terme, tout en ayant en tête ce cap que l'on doit suivre. Parce que actuellement, c'est un peu, si tu veux, comme si on naviguait avec un peu en vent contraire, et on attend, et on veut vraiment être prêt pour chaque vent portant, qu'on puisse continuer à avancer le projet de l'entreprise, et en tout cas, beaucoup de sujets qui font sens. Est-ce que tu crois que d'autres modèles d'entreprise, autres que celui familial, est en mesure de porter ce genre de projet? Parce que très naturellement, je me dis que si on a une entreprise de cette nature qui est soutenue par une multitude d'actionnaires financés par des fonds ou par des multinationales qui ont des objectifs financiers plus drivés par les cours de la bourse plutôt que l'intérêt général, ou des distributeurs aussi, évidemment. On va en parler de cette connexion que tu peux avoir avec les consommateurs. Est-ce que le modèle familial, et notamment le modèle familial breton, est celui qui sert le mieux les territoires et ses enjeux d'avenir? Je pense qu'il y a beaucoup de très belles entreprises bretonnes familiales qui aujourd'hui existent et qui existeront demain. Parce qu'il y a une forme de résilience et une forme aussi de se dire on sait pourquoi on sait pourquoi on se bat. De se dire on n'a pas été élevé en se disant c'est difficile donc on lâche quoi. Ouais. C'est pas du tout le modèle. Alors là je pense et je m'associe à certaines autres très belles entreprises familiales et bretonnes, et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une forme de supplément d'âme parce que on a connu ce modèle-là. C'est-à-dire que si je regarde de ma fenêtre, j'ai vu ma grand-mère travailler, j'ai vu mon père travailler. Ils ménageaient pas leurs heures, mais en même temps, ils ménageaient pas non plus le bonheur qu'ils avaient à voir que tout ce qui était fait avec les équipes avançait, faisait grandir l'entreprise, et il y a une part d'héritage, là pour le coup entrepreneurial, parce que quand on est enfant, on est une véritable éponge, donc on observe en se disant ça j'aimerais bien faire, ça je ferais différemment, et ça crée à mon avis
Je le vois aussi, oui. Quand je les entends parler, jouer, poser des questions, je trouve ça génial. Je vois mes enfants qui vont ranger les produits en magasin pendant que je fais mes courses. Je leur ai rien demandé, ils vont les ranger. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas et qui est probablement fait d'une façon assez inconsciente. Mais il y a tellement d'engagement aujourd'hui et notamment quand on détient son entreprise, que ça, je dirais que ça reflète aussi nos actes du quotidien. Ouais. Et moi, j'ai racheté donc l'entreprise il y a 3 ans totalement à mon père. Oui. Donc, ce patrimoine familial est devenu aussi mon patrimoine individuel et ce que potentiellement je transmettrais à mes enfants. Sans leur mettre évidemment aucune pression. Ils feront le métier qui les passionnera et que ce soit dans l'agroalimentaire ou pas, ils choisiront. Ouais. Mais voilà, il y a quand même une forme de continuité qui est installée et tout en ayant des caractères qui sont différents et des envies qui peuvent être différentes aussi. Tu viens de noter quelque chose d'important. Tu as racheté Groix et Nature au groupe détenu et dirigé par ton père. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des responsabilités chez Guyader Gastronomie ou pas? Alors, chez Guyader, je suis présente au COMEX aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne suis pas dans l'opérationnel, je suis dans la stratégie. Mais effectivement, c'est, comme tu disais, mon nom de famille. Donc, évidemment, il y a toujours un impact et puis un affect qui est extrêmement fort. Ouais. Moi, j'ai vécu dans les locaux. Aujourd'hui, il y a des bureaux à Landré Varzec qui étaient avant une maison familiale dans laquelle j'ai vécu. Donc, si tu veux, ça, là aussi, il y a des souvenirs qui remontent. Et voilà, je pense qu'il faut là aussi l'accueillir avec une forme de bienveillance et ne pas se mettre une pression inutile. J'ai racheté l'entreprise parce que j'en avais envie. Et de poursuivre aussi ce schéma en étant aussi capitaine de mon bateau. Voilà, c'était ça aussi un peu mes questions. Ma question, c'est pourquoi le rachat? En te disant au final, en étant associé à un groupe important dont tu peux bénéficier aussi d'un certain nombre de bénéfices, d'expériences industrielles, stratégiques, opérationnelles. Au-delà, encore une fois, en fait, de cet aspect familial, du lien, de l'affect, des valeurs. Pourquoi avoir décidé justement en fait d'aller piloter ton propre bateau? Donc ça, c'est la première question. Je t'ai dit, j'ai un défaut, j'en pose parfois plusieurs en même temps. Donc ça, c'est la première, d'accord. Il n'y en aura qu'une seule. C'est en quoi ça a pu changer ta manière de piloter, de diriger et de conduire les affaires de Groix et Nature? Alors, sur la transmission et le rachat de Groix et Nature, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que je suis devenue directrice générale en 2015. Donc, on était associés, mon père et moi, dans l'entreprise. Et à ce moment, à cette époque, on a sorti Groix et Nature du giron du groupe Guyader. Ouais. Et donc, un rachat total il y a 3 ans. Pourquoi? Je pense que j'étais arrivée aussi à la fin d'un cycle, en fait, en ayant vraiment une volonté de pouvoir poursuivre l'histoire. Je pense pas, et notamment avec toute la conjoncture qu'on traverse aujourd'hui, que j'ai choisi la solution la plus simple. Ouais. Très sincèrement, faut avoir un gros niveau d'engagement et j'étais prête sur mon projet. C'est-à-dire que de savoir où je voulais amener l'entreprise à 10, 15, 20 ans, oui, j'avais travaillé là-dessus avec les équipes parce que... Tu les as associés, évidemment. Oui, on a fait un travail d'accompagnement sur la reprise de l'entreprise parce que c'est important aussi, je pense, quand on est dans une transmission. Il y a à la fois, alors surtout dans une entreprise familiale, c'est-à-dire que votre père, finalement, on n'est plus dans un rapport père-fille, on est dans un rapport d'acheteur et de vendeur. Ouais. Donc ça change aussi. Donc il y a des intérêts quand même à défendre. Tout à fait. Et puis après. Pour les collaborateurs, moi, c'était important pour moi que ça se passe le mieux possible pour eux, cette transmission.
mais j'étais dans l'entreprise depuis déjà un certain nombre d'années. Est-ce qu'ils ont une forme de participation d'ailleurs ou d'association dans l'entreprise ou tu as tout repris à 100%? Aujourd'hui, j'ai repris tout à 100%. J'ai repris tout à 100%. C'était important aussi parce que donc, j'ai 2 sœurs. Agathe et Asia, et donc je crois qu'il faut aussi que ce soit clair quand il y a des entreprises familiales aussi vis-à-vis des frères, des sœurs, enfin voilà, que ce soit quelque chose qui soit assez sain pour que dans le cadre familial, ça ait le moins d'impact possible. Parce que quand on est chef d'entreprise, c'est déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense à un métier passion qui peut être très chronophage. Je fais très attention, moi, à respecter ma sphère privée. Mon mari, mes enfants, mes amis, j'ai énormément de chance de les avoir. Et en fait, si aujourd'hui, je peux être investie et passionnée dans mon travail et donner le maximum d'énergie, c'est aussi parce que je suis vigilante et je travaille aussi sur le bonheur que je peux avoir à titre privé. Ouais. Le fameux équilibre pro-perso. Exactement. Tu crois qu'il est du sens, il est réalisable? C'est quelque chose qui n'est pas une sorte d'arlésienne. On entend beaucoup parler, mais en fait, on ne la voit jamais parce que quand on est chef d'entreprise, on doit quand même consacrer ses jours et ses heures à sa boîte parce qu'au final, la responsabilité que l'on a vis-à-vis du territoire ici, c'est très particulier. On l'a aussi et surtout beaucoup vis-à-vis de ses collaborateurs. Est-ce qu'un chef d'entreprise se sent responsable de ses collaborateurs et donc doit travailler beaucoup plus? Alors, se sentir responsable de ses collaborateurs, bien évidemment. Mais vraiment, on est une équipe de 35 entre donc la partie des collaborateurs sur l'île et sur le continent. 35, c'est une taille où vous connaissez tout le monde. Et vous connaissez aussi... je dirais, l'univers de chacun. Donc, il y a forcément une forme d'affect qui se crée et du coup, une volonté à pouvoir les accompagner. Ça, c'est évident. Et après, oui, en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, on travaille beaucoup, mais premièrement, parce que je crois qu'on aime ce qu'on fait aussi. On en revient à cette notion de passion. On souffre, mais on aime. Oui. Alors, on souffre pas tous les jours. Je veux dire, en fait, je pense qu'il faut aussi apprendre à célébrer la moindre victoire. Ouais. Et je trouve aujourd'hui que on nous impose tellement à être heureux quand il y a des trucs énormes. J'ai la chance, et là, je pense que c'est un point de vue caractère, mais depuis toute petite, j'ai autant de plaisir sur les petits plaisirs de la vie que les choses énormes. Et ça, je m'y astreins. Et après... voilà, à titre personnel, je m'impose une forme de rigueur et j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Donc ça me sauve un peu aussi pour pouvoir gérer les deux univers. Et là encore, je suis bien accompagnée avec un mari bienveillant qui sait aussi me dire les choses. Il est entrepreneur également, oui. Il est maître d'œuvre, donc on n'est pas du tout dans les mêmes domaines. Mais... voilà, ça permet aussi de comprendre. En fait, il y a des temps forts. Il faut savoir accepter qu'il y a des temps forts en entreprise. Et là, très clairement, de dire, là, vraiment, je dédie mon énergie totalement sur l'entreprise parce que l'entreprise en a besoin, sur du court terme. Et après, s'il y a aussi des événements personnels, il faut aussi être présent. Parce que je vis, quand on parlait tout à l'heure de la transmission, on parlait de l'entreprise, mais d'un point de vue vie en général... j'essaie de faire des choses où je peux me regarder dans la glace et où j'ai pas de regrets et où je veux pas avoir de regrets en me retournant dans quelques années sur sur mon parcours. Ouais. Je crois que c'est hyper important en fait de se poser effectivement les questions sur quelles sont mes priorités et en se disant certes effectivement une entreprise c'est important, c'est essentiel même, c'est ce qui nous guide et c'est ce pourquoi généralement on est fait. On a une famille aussi. Probablement que la famille est encore plus importante et que le temps que l'on passe, c'est du temps que l'on ne retrouve pas. Et je pense notamment au temps que l'on passe avec sa femme ou son mari ou ses enfants.
Et là encore, moi, j'ai eu le modèle d'un père qui travaillait beaucoup. Ouais. Donc, du coup, ça permet aussi d'ajuster, de se dire, il y a des moments, là, il était présent, c'était super. Là, il était moins présent. Et ça permet aussi quand on crée son propre parcours, euh, j'ai appris à dire non. Quand je disais tout à l'heure non, c'est aussi à titre personnel de dire non, là, je ne peux pas être là. Mais de savoir aussi de rester dans... Sinon, il y a une forme d'escalade. Et on pourrait être partout, tout le temps. Ouais. Mais pour être bon dans son entreprise, il faut aussi pouvoir y passer du temps. Bah oui, parce qu'au final, tu as créé le comptoir, tu diriges Groyer Nature, tu diriges aussi l'association en fait, des îles du Ponant, hein, c'est ça, je crois. Tu as Marque Bretagne, produit en Bretagne. Ce matin encore, tu étais effectivement en fait, prise par une réunion. Tu peux être absolument partout, du lundi matin 7h au vendredi soir, voire le week-end. Sans compter en fait que le temps de la nature, hein, dans l'agroalimentaire on connaît ça, dans l'agriculture et l'élevage on sait que il faut toujours être sur le pont. Donc si on se met pas de limites, et évidemment aussi si on n'est pas bien accompagné, notamment avec ses collaborateurs. Donc je sais pas, il y a un sens des responsabilités, je sais pas s'il y a un sens de la redevabilité, mais où quand on partage une aventure commune, effectivement on sait pouvoir se reposer sur des personnes qui comptent. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur un élément que l'on a évoqué très rapidement, c'est évidemment les consommateurs. J'aimerais que tu puisses nous présenter en quoi consistent aussi un peu les produits de Groyer Nature, pour que chacun aille dans sa Biocoop ou dans un distributeur pour aller acheter les produits Groyer Nature. Mais on l'évoque, les activités sur une île, les activités insulaires, ont des contraintes supplémentaires et qui se répercutent sur le prix. Donc souvent, sur les coûts et la répercussion des coûts, eh bien, c'est aussi celle des prix, notamment celle des prix des produits. Donc ça signifie que pour continuer à vivre, il faut bien évidemment qu'il y ait des personnes qui soutiennent ces produits et cette entreprise, à la fois parce que c'est bon, mais aussi parce qu'ils sont prêts à y mettre le prix. Donc, au final, ces surcoûts liés à l'insularité, est-ce que toi, tu as décidé de les supporter, de les effacer et d'ajuster ton prix pour qu'ils soient le plus accessible possible et que chacun puisse goûter à Groix? Ou est-ce que tu as décidé de répartir cette charge à la fois sur l'entreprise ou sur les consommateurs? Ou est-ce que tu considères que tu as aussi des consommateurs engagés? Bien évidemment, entre les deux, on a les distributeurs qui supportent aussi leurs charges et leurs responsabilités. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors là, tu as évoqué 3 sujets qui méritent 1 heure de développement chacun, donc je vais essayer d'être synthétique. Non, c'est vrai que souvent, on dit qu'on a une production qui est locale et engagée. On parle souvent du surcoût insulaire. Alors oui, il y a un surcoût insulaire, évidemment. Par contre, je pense qu'il faut le mettre en parallèle aussi des surcoûts quand tu achètes des produits à l'autre bout de la planète. Ils arrivent probablement en avion, de temps en temps en bateau. Enfin, c'est pas non plus... anodin, plus quand tu prends le fait de ces surcoûts quand tu achètes très loin, tu peux aussi avoir des fournisseurs que tu connais pas, des fournisseurs avec qui tu es problème qualité, moins fiable, que c'est du one shot, c'est pas intéressant, c'est pas comme ça qu'on travaille. À ce titre, on a participé, la région a fait tout un travail sur la notion de relocalisons nos achats. Nous, on a toujours relocalisé nos achats et c'est un peu un des principes de base de l'entreprise depuis 25 ans. Donc, on a toute une gamme de produits de la mer, donc rillettes, soupes, des huiles de crustacés, l'huile de homard. Ce que je disais tout à l'heure, on a développé toute une gamme aussi de végétales, on fait des plats cuisinés. Donc, on a un assortiment qui est assez large qu'on propose sous forme de conserve. Et donc, pour revenir un peu à ta question, aujourd'hui, on préfère acheter en local. Quand je dis en local, c'est en Bretagne. On a, je ne vais pas te dire de bêtises, 54 ou 56% de nos achats qui viennent vraiment de Bretagne. Et quand tu regardes au niveau de la France, on est à 98 ou 99% de nos achats. Okay. Donc, c'est déjà extrêmement vertueux. On n'a pas à rougir de ce qui est fait.
Et là encore, ça s'explique. C'est-à-dire pourquoi et comment on peut se permettre de le faire. C'est aussi, on a des rapports avec nos fournisseurs qui sont des rapports de confiance. On travaille sur le long terme avec eux. De sorte à, oui, il y a des années où ça va être plus compliqué d'avoir de la matière, mais on travaille avec eux aussi depuis un moment donné. Donc, on peut travailler en confiance, en anticipant. Parce que nous, derrière, quand on a ces éléments-là, on peut aussi anticiper comment on va orienter notre commerce, comment on va orienter nos produits, comment on va en parler aux acheteurs et donc au consommateur final. Donc aujourd'hui, si tu veux, la notion du prix, on le gère parce que on a un entrepôt logistique qui est basé à Lorient, où on va 2 fois par semaine pour pouvoir livrer ce qui a été produit. On prépare nos commandes de Lorient. Donc on a vraiment, si tu veux, au fil des années, tester plein de choses. Quand je disais tout à l'heure, faut tester. On a des machines qui sont tombées sur le port. On a vraiment vécu. Là, je te parle aujourd'hui. Demain, on n'a pas de bateau qui traverse parce qu'il y a une tempête. Ouais. Bon, c'est ça aussi. On vit au rythme de l'insularité, donc on vit au rythme des bateaux. Et en fait, une fois que tu as déconstruit et compris comment tu devais fonctionner, on arrive à assumer. À assumer ce prix sans le faire assumer au consommateur. Parce qu'en fait, si tu veux, la contrepartie, nous, c'est qu'on va avoir un engagement tellement fort au niveau des produits. Le consommateur, aujourd'hui, bien évidemment, il regarde le prix et c'est normal à travers ce que la crise économique qui est très lourde et qu'on vit actuellement. Paradoxalement, le consommateur, il regarde le prix, il veut du plaisir et il veut de l'engagement. Donc, en fait, c'est vraiment de travailler sur ces différents axes. Et depuis 25 ans, nous, on avait déjà, si tu veux, travaillé sur ces notions de qualité produit, de pourcentage de matières premières dans les produits. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui nous apporte et fait la différence aussi de ce qu'on propose. Donc, en fait, ce serait un peu trop réducteur de dire l'insularité coûte cher. Oui, l'insularité, elle coûte cher. Mais au bout de 25 ans, on a, là encore à notre petit niveau, appris à la dompter et à travailler. Ça veut dire faire plus de collectifs, regarder comment on peut avancer, avoir des liens plus forts avec nos fournisseurs. Donc, en étant plus vertueux, et quand je parlais tout à l'heure de se dire travailler vers un monde régénératif, ça passe par ça aussi. Et quand on se dit se faire plaisir aujourd'hui, c'est aussi cette notion de se faire plaisir à travers un produit que l'on va manger. On se dit, tiens, là, je suis en train de manger une rillette de truite de Bretagne. C'est pas la même chose que de se dire, je suis en train de manger un produit qui vient de l'autre bout du monde. Et ça, le consommateur d'aujourd'hui et encore plus le consommateur de demain, il y a ces convictions qui montent. Et qui sont très fortes. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'importance de transmettre nos valeurs et transmettre nos engagements, bien évidemment, il y a un des défis principaux, c'est comment toucher au maximum nos consommateurs et que nos consommateurs soient des ambassadeurs du savoir-faire Groi Nature et du travail qui est fait au quotidien. Moi, je trouve en fait que c'est cette difficulté d'imaginer souvent que des produits de masse, même lorsqu'ils sont issus de la nature, sont souvent, et même lorsqu'ils viennent de loin, sont souvent plus accessibles en termes de logistique et de prix qu'un certain nombre de produits locaux, frais et travaillés dans des conditions acceptables. Je ne sais pas, j'imagine, si on prend par exemple la noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques, c'est régulé, on n'en trouve pas toute l'année. Mais si on va dans un supermarché quelconque, on va prendre les pétoncles d'Équateur. Oui, c'est ça, Équateur. Mais c'est la notion de pouvoir et d'engagement du consommateur, en fait. Si tu veux, aujourd'hui, comment on travaille Et toi, est-ce que tu arrives à travailler ça, justement? En fait, je te donne un exemple très concret. On travaille du thon blanc. Germont. On ne travaille pas de thon albacore, on ne travaille pas de thon listao. Le thon blanc Germont, on va l'acheter pendant 1 mois et demi. Ça veut dire quoi? Par rapport à notre fournisseur, on doit s'engager sur l'année, sur la quantité de thon qu'on va consommer. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc,
nous, ça nous demande quoi? Ça nous demande de nous engager, de bien calibrer aussi ce que va faire l'entreprise sur l'année. Mais là encore, c'est vraiment d'accompagner. Moi, je ne suis pas pour taper sur les doigts du consommateur. Vraiment, on nous demande de laver plus blanc que blanc tout le temps. C'est plutôt d'expliquer, en fait. C'est d'expliquer, d'accompagner, de former. Et il y a une forme d'éducation derrière tout ça et qui justement est un des enjeux pour moi majeurs sur l'agroalimentaire en Bretagne, parce qu'on a la capacité de nourrir la planète, ou en tout cas les Bretons et les Bretonnes, toute l'année avec des produits qui sont faits en Bretagne. Donc en ça, on en revient à cette notion de choix et de pouvoir faire le choix et d'accepter, de se dire, il y a des produits que l'on n'a pas et ou qu'on se refuse de consommer en fonction des périodes. Et là, en fait, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit beaucoup de choses. Mais après, l'étape suivante, c'est d'aller taper dans la main et de nos distributeurs et de nos clients pour qu'il y ait vraiment un mouvement qui soit collectif. Mais on doit trouver des alliés dans notre démarche. Parce que ce que tu décris là, c'est vraiment la volonté aussi de l'entreprise et de travailler de cette façon. Parce que... quand je disais qu'on vivait au rythme des bateaux, on vit au rythme de la pêche. Aujourd'hui, on travaille, je te donne un autre exemple, une rillette de bar à la truffe. Le bar arrive plus tard que d'habitude. Bah oui. Mais voilà, s'il n'y a pas de bar, je suis obligée de l'expliquer, de dire, là, on va attendre un petit peu. Et c'est cette notion et ce rapport au temps. On est dans un monde où tout va très vite, où tout doit aller très vite, où tout est attendu très vite. Ça, moi, je ne sais pas faire et c'est à la fois peut-être une frustration, mais c'est aussi une forme de luxe de se permettre de prendre le temps sur ces étapes et sur ces choix-là, en fait. Mais tu arrives à en discuter avec les consommateurs, justement, parce que donc on parle effectivement, en fait, de nos pouvoirs d'action et de décision. Oui. C'est des sujets dont on parle souvent dans ce podcast à Nouveau Récit, le fameux triangle de l'inaction. Les entreprises ne bougent pas parce que le régulateur ne bouge pas. Le régulateur ne bouge pas parce que les consommateurs ne veulent pas bouger, mais les consommateurs ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas le choix face aux produits ou aux services proposés par les entreprises. Bon. Et au milieu, rien ne bouge. À partir de quand décidons-nous d'arrêter de consommer, d'importer et de distribuer et de commercialiser des produits qui ne respectent pas justement en fait ce cours tout à fait naturel. Il y a la saison des tomates. Quand il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de tomates. S'il n'y a plus de bar parce qu'on a dépassé le quota, il n'y a plus de bar. S'il n'y a plus de truffes, il n'y a plus de truffes. S'il n'y a plus de je ne sais pas quoi, très probablement, même avec certitude, on va trouver chez Gruyère Nature quelque chose de tout aussi bon. Tu vois, alors certes, un vendredi soir, on voulait faire un apéro. Il n'y a pas le truc qu'on adore, mais c'est pas très grave en vérité. Et au final, est-ce une question d'éducation ou est-ce une question de réglementation ou est-ce tout simplement le fait de ne pas laisser le choix? C'est un mix un peu des différents sujets, mais je pense qu'il faut donner aussi, faut redonner une notion de justesse aux choses et de vérité. Dans nos valeurs d'entreprise, on a mis l'intégrité. On ne voit pas tout le temps, mais l'intégrité, c'est aussi d'être transparent vis-à-vis de nos parties prenantes et de là encore prendre le temps et d'expliquer si on n'a pas telle ou telle matière. Donc, nous, c'est un travail que l'on fait auprès de nos clients. Et en fait, ça va demander une souplesse aux entreprises. On demande déjà beaucoup de souplesse aux entreprises et de pouvoir gagner en étant plus efficient. Mais ça passe aussi... aujourd'hui, on a beaucoup de recettes. Peut-être que demain, on ne sera pas en capacité de faire toutes nos recettes en même temps. Et je pense que ça, c'est dès maintenant qu'il faut l'expliquer et préparer ce message. Parce que, oui, il y a des matières où, s'il y a des quotas qui sont diminués, s'il n'y a tout simplement pas cet ingrédient, mais pour l'entreprise, derrière, il y a quand même une notion de pérennité. Donc, par quoi on remplace ce qu'on ne pourra pas vendre?
Donc, c'est pour ça que je dis que ça nous demande aussi, et encore plus quand on est une PME, de travail et de réflexion. Parce que, je sais pas, je te donne, s'il y a 5 recettes qu'on ne peut pas faire, quelles sont les 5 recettes qu'on a, entre guillemets, dans les tuyaux pour pouvoir aller chercher le chiffre et garantir aussi cette pérennité économique. Ouais. Donc, tout à l'heure, on parlait des crises. Quand je te dis qu'il va y avoir, à mon avis, plein de multiples petites crises, c'est là où il faut finalement arriver à travailler d'une façon flexible. Parce que le monde et la Terre, au niveau du vivant, va nous l'imposer. Et nous l'impose déjà, d'ailleurs. Bien sûr, et nous l'impose déjà. Et après, c'est d'embarquer, nos clients, nos consommateurs, nos fournisseurs pour vraiment co-construire et collaborer, autour de ces sujets. Parce que il y a chez chaque personne, je pense, beaucoup de bonne volonté aussi. Personne qui te dit, non, j'ai envie que la planète aille mal, voilà. Ouais. Mais il faut aussi comprendre leurs impératifs. Et aujourd'hui, on ne se parle pas assez. On devrait être encore plus dans des notions de collaboratif et de co-construction par rapport à ce qu'on doit faire demain pour que l'économie des entreprises puisse continuer et se développer aussi d'une façon saine, en fait. Ouais. Ce que tu dis là est hyper important et ça me fait penser à une personne formidable avec qui je travaille, notamment sur un programme qui s'appelle Orature. Ça, c'est le programme. La personne formidable, c'est Ariane Vitou. Et elle travaille spécifiquement sur les sujets de savoir-faire locaux, d'artisanat, de revitalisation des territoires grâce à l'artisanat. Et au final, avec l'association en fait que tu présides, Savoir-faire des îles du Ponant, c'est ça? Tout à fait. Quel est son rôle? Comment vous êtes organisé? Et comment justement cette coalition vous permet de soutenir l'engagement que tu viens d'évoquer? Alors, Savoir-faire des îles du Ponant a été créé en 2019 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs insulaires, beaucoup de TPE qui sont sur les territoires et qui ont une importance vitale pour ces territoires. Et finalement, des problématiques sur les îles. Je parlais tout à l'heure du logement, je parlais de l'eau, on peut évoquer l'énergie, les formations. Enfin, voilà, il y a plusieurs thématiques. Chaque île essayait de pouvoir résoudre et d'avancer sur ces... Voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'était de se dire, travaillons ensemble, on sera plus fort, plus puissant pour pouvoir répondre aux questions insulaires. Et il y a un deuxième volet dans l'association qui est d'avoir une marque. Et sur chaque produit, on peut estampiller Savoir-faire des îles du Ponant, justement, pour pouvoir expliquer, parce que pour adhérer dans l'association, il y a deux choses qui sont importantes, c'est d'avoir une entreprise ouverte à l'année et d'avoir son siège social sur une île. D'accord. Donc, c'est vraiment... Peu importe l'activité. Peu importe l'activité. Tu peux avoir des restaurants, tu peux avoir des librairies, tu peux avoir des entreprises de production comme Grand et Nature, mais c'est... La verrerie de Bréa. Tout à fait, oui. T'as Verifluide, enfin voilà, il y en a plein. Il y a plein de... Il y a des super beaux projets. Et quand on parle de se dire, oui, la transmission des savoir-faire, il y a de vrais savoir-faire sur les îles. Et il faut vraiment se battre et se défendre et voilà pour qu'ils puissent continuer, perdurer et donner aussi envie aux générations futures de rester sur les îles. Ouais. Parce qu'une île sans enfants, sans travailleurs actifs est une île qui se meurt. Ouais. Et on peut pas laisser les îles mourir de cette façon ou attendre que les îles ne vivent qu'à travers le tourisme. Ouais, on revient là à l'engagement de Dominique Yvon, en fait, initial et à la création de Grand et Nature. Oui. C'est vrai que aujourd'hui, dans notre façon de vivre moderne, on le redit, il y a quand même vivre sur une île, c'est des contraintes. C'est des contraintes en particulier de la marée, du déplacement. Si on travaille sur le continent, il faut pouvoir s'organiser. Oui, mais regarde, tu préfères prendre 45 minutes de temps pour le métro ou 45 minutes de temps pour faire une traversée et aller travailler en bateau?
Je préfère vivre au milieu de Bréa. Ah, voilà. Non, mais là aussi, c'est où on fixe nos contraintes et où on se dit c'est insurmontable. Sauf que la difficulté... le Covid a révisité un petit peu les choses. Le télétravail, même si on revient un petit peu dessus, on est un peu plus flexible. Bon, malgré tout, les chiffres sont quand même relativement sévères. Et 80% de l'emploi est concentré en fait dans les 14 ou 15 plus grandes métropoles françaises. Et aujourd'hui, en fait, les métropoles françaises sont pas insulaires, tu vois. Donc, si on veut avoir un job correct. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas de job correct sur une île, mais en règle générale, on a plutôt la résidence secondaire, malheureusement, sur une île, parce qu'on a un job correct en métropole. Tu vois, et ça, c'est quand même dur à entendre. Et on a besoin, et tu l'as dit, on a besoin en fait d'avoir de vrais îlots de résistance, parce que des îles ne sont pas simplement des cartes postales. Non, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit accompagné et aidé, et c'est aussi un des rôles de l'association, d'accompagner pour la création d'entreprises sur les îles. Moi, quand j'ai repris l'entreprise, j'avais une forme d'insouciance. Je me rendais pas compte à quel point il était important de tout anticiper. Ah oui. T'as une machine qui tombe en panne. Voilà, il faut que potentiellement quelqu'un traverse. Donc, c'est de prendre le bateau, que la personne soit disponible. Enfin, des choses très simples et classiques de la vie d'une entreprise, tu les traites différemment sur une île. Par contre, à côté de ça, t'as une adhésion, t'as de l'entraide, t'as du partage qui sont hyper fortes et en ça, c'est important. Et c'est vrai que en fonction des îles, le taux entre si tu veux, les maisons ouvertes au quotidien et les maisons de vacances, Groix, on est grosso modo à 50-50. Tu as des îles, c'est 80-20. Et pourtant, il faut pouvoir vraiment... Les communes littorales, c'est du 70-30 aussi. Oui, tout à fait. Mais alors là, c'est assez juste ce que tu dis. Pour moi, les difficultés insulaires, on peut les retrouver sur le littoral aussi. Donc, il y a cette notion aussi de réenchanter un peu et où on met nos curseurs au niveau du travail pour pouvoir aussi se dire, tiens, c'est pas forcément à Paris, Lyon ou Bordeaux qu'il faut aller travailler. Et là encore, je trouve que la Bretagne a vraiment une dynamique au niveau des entreprises pour attirer des talents. Et quand je parlais tout à l'heure, en tout cas sur les îles, c'est une vraie question de se dire comment on attire des talents, comment on attire des compétences, comment on forme des compétences pour que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et quand moi je ne serai plus là, que Groix et Nature puissent continuer et toutes les autres entreprises insulaires. Parce que tu as quand même un dynamisme insulaire actuellement qu'il faut noter. Et ça veut dire qu'on est en capacité aussi d'avoir des entrepreneurs qui viennent, qui investissent sur les îles. Et c'est important de pouvoir les accompagner pour que on puisse gagner du temps. Quand je te disais, nous, le démarrage, le démarrage de Groix et Nature, c'était rocambolesque. Il fallait être un peu fou. C'était très rock'n'roll, en fait, comme démarrage, parce que on connaissait pas du tout... Alors, moi, j'avais 15 ans, mais en tout cas, c'est vrai que on connaissait l'insularité à travers plutôt des voyages en bateau. On connaissait le côté tourisme insulaire. Et en fait, c'était quoi le côté rock ? Le côté rock, oui, c'est de se dire, il y a un bateau qui a traversé, qui a oublié faut pas oublier que nous, on dose dans des verres, en fait, dans des verrines. Bon, les verrines qui restaient sur le continent. Parce qu'il y a 25 ans, on avait un atelier de production qui faisait 300 mètres carrés. On n'avait pas de capacité de stockage. Alors que je viens de te dire que ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper. Donc aujourd'hui, c'est des sujets où, quand on a fait les travaux et qu'on a triplé la taille de production, oui, on a une capacité de stockage qui est plus importante. Mais tout ça s'apprend aussi avec le temps. Et il faut accepter ces embûches. Faut accepter de se dire, tiens, là, tout s'est pas déroulé parfaitement comme je l'imaginais. Je te donnais tout à l'heure l'exemple du bateau qui traverse pas. On peut rien y faire, en fait. Donc, est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut se dire, il faut travailler pour être plus flexible et bien vivre ces passages et ces pas de côté qui sont nécessaires et qui sont de toute façon automatiquement nécessaires par la période que l'on vit.
C'est exactement un des propos que l'on a eu avec Hugues Méli dans notre dernier épisode. Là où on va placer le curseur aussi et ses choix de vie. Est-ce que j'ai envie de tout donner à l'entreprise? Est-ce que j'ai envie de créer la mienne? Est-ce que j'ai envie de concentrer le tir à Paris? Est-ce que j'ai envie de dégrader ma qualité de vie? Et souvent, on se rend compte que Paris n'égale pas un niveau de vie, un cadre de vie dans lequel en fait on se sente bien aussi avec ses enfants. Donc on va délocaliser et se rendre compte que les territoires, avant on appelait ça la province, c'est quand même un ressort hyper puissant. Donc il faut avoir à la fois des entrepreneurs qui décident d'entreprendre dans ces territoires, donc Mélie, toi, d'avoir des cadres aussi et avoir les talents, soit parce qu'ils sont formés sur place, soit effectivement parce qu'eux-mêmes se disent « Oh, bah, au final, je vais venir m'installer ici et puis je vais offrir quelque chose de beau à mes enfants et à mon compagnon ou à ma compagne. » Et puis après, il y a évidemment en fait toute la chaîne hiérarchique pour composer ce corpus-là, cet environnement dans lequel on réussira à s'épanouir, on réussira à développer sa société. Parce que tu l'as dit, en fait, il y a des contingences purement, bassement matérielles. C'est soit on vit, soit on meurt. Et puis on a quand même plutôt envie de perdurer et puis d'être à l'équilibre. S'enrichir un petit peu, parce que s'enrichir, c'est faire gagner l'île ou le territoire et c'est permettre à l'entreprise de continuer à investir. Donc, tu ne peux pas tripler ta production si, effectivement, en fait, tu ne gagnes pas de pognon et que tu n'as pas les bons talents pour t'accompagner là-dedans. Donc, ça, effectivement, avec Hugues Méli, on a pu en parler. Mais il faut avoir ce pouvoir de conviction. Qu'est-ce que tu dis, toi, déjà, est-ce que vous êtes toujours en phase de recrutement? Est-ce que vous continuez à vous développer? Et qu'est-ce que tu dis justement à des personnes qui vivent à Paris? Et alors, tu as dit, est-ce que tu veux être à 45 minutes de la plage ou 45 minutes de déplacement dans les métros? C'est quoi tes principaux arguments pour expliquer qu'on peut mener une carrière très réussie en Bretagne, tout en profitant d'une vie plus douce? Je pense que ça part dès finalement l'enfance ou la façon aussi dont on est éduqué, accompagné, que ce soit dans sa famille, mais aussi scolairement parlant. Moi, j'ai été face à des profs qui tenaient des discours en disant « Si vous n'arrivez pas à être dans des grands groupes, vous aurez raté votre carrière. » Et c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas tout à fait ma façon de penser. Et finalement, j'ai suivi mon instinct et j'ai respecté mes convictions. De se dire, j'ai pas forcément, je crois, envie de rentrer dans ce moule où je ne me sentais pas à l'aise. Donc, comme beaucoup d'étudiants, j'ai fait un stage à Paris qui a confirmé. Le stage était incroyablement génial et formateur. Mais par contre, je me suis dit, c'est pas pour moi en fait. Et il faut accepter qu'il n'y a pas une forme d'entreprise, mais il y a beaucoup de formes d'entreprise. Aujourd'hui, on est créé sur des mêmes modèles, sauf qu'en fait, aujourd'hui, la façon de travailler d'une TPE n'est pas la même d'une PME, qui n'est pas la même d'une ETI ou d'un grand groupe multinational. Et en fait, c'est où on met le curseur, parce que aujourd'hui, oui, on doit répondre tous à ce séisme économique que l'on traverse en défendant des convictions. Donc, moi, ce que je dirais, c'est savoir s'écouter. Et de dire, si on ne le sent pas, on n'est pas obligé d'aller forcément dans des grandes villes et qu'il faut tester. Les formations, les études, c'est fait pour ça. C'est fait pour tester, pour se planter, pour au contraire se dire, tiens, c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un stage commercial chez Groix et Nature quand j'avais, je crois, 22 ans. Bon, très vite, j'ai su que la forme PME me plaisait parce que la polyvalence, tout le monde parle de la polyvalence, mais finalement, la vraie polyvalence, il faut l'assumer, il faut bien la vivre. De se dire, le matin, je fais quelque chose qui est totalement différent de ce que je vais faire l'après-midi. Et je pense qu'il faut, là aussi, quand je parlais de réenchanter, il faut réenchanter les territoires. Et en ça, la Bretagne a des arguments qui sont quand même très forts. Il y a beaucoup de très belles entreprises, des entreprises qui se développent, des entreprises qui ont des convictions. Et les nouvelles générations cherchent aussi du sens, comprendre pourquoi on fait ou on ne fait pas certaines actions.
Et ça, on sait y répondre. Donc, oui, je pense que par contre, voilà, il y a à la fois ce travail d'ouverture d'esprit. J'encourage moi aussi beaucoup les gens à être curieux parce que le mot curieux peut avoir un côté négatif. Et pour moi, la curiosité, c'est aussi aller vers l'autre, c'est développer une forme d'empathie, de se questionner, de se remettre en question. Et il faut profiter de ces jeunes années pour aussi créer son propre modèle. Ouais. Et surtout, de sortir du schéma où il n'y a que une route qui va vous mener à la ligne d'arrivée. C'est faux. C'est totalement faux. Mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Pourtant, j'ai fait un bac littéraire. C'est pas le parcours qu'on te donne pour devenir chef d'entreprise. Et pourtant, j'avais très envie de faire ce bac littéraire et j'ai adoré. J'ai appris beaucoup de choses et qui me servent aujourd'hui. Mais il faut accepter d'être différent. C'est plutôt ça. Au lieu de, oui, il y a la question du territoire, il y a la question d'où on veut être, mais il y a aussi la question de s'assumer et d'accepter la différence de chacun. Et dans les entreprises, de créer aussi un climat de confiance et de se dire, on est différent, c'est ce qui fait notre force. Et une fois que ça, c'est compris et acquis, il y a une forme aussi de pouvoir du groupe qui est extrêmement puissant. Ouais. De dire ça, moi, je sais pas faire, mais toi, tu sais le faire. Ouais. Et renoncer parfois. Bah oui, il faut savoir renoncer pour être bon sur d'autres sujets. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais... C'est drôle parce que depuis le début de notre entretien, de notre échange, tu mets très souvent le sujet de l'échec, de l'erreur, de l'expérimentation, probablement comme une valeur extrêmement importante, celle du choix. Faire les choix et se respecter qui l'on est et sa différence, faire le choix aussi en fait d'être différent et de l'assumer, ne pas se travestir. Quelle est la troisième valeur vraiment fondatrice de Marianne Guyader? Alors, toi, tu résumes en disant accepter l'échec, c'est ça? Ou l'utiliser expérimenter. Ah oui, expérimenter. Oui, expérimenter, je suis d'accord. Expérimenter, oui, tout assumer à fait. Assumer ses différences, voir la cultiver. Tout à fait. Je pense que ça, c'est important. Après, il y a une valeur qui est aussi le travail, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de secret non plus. Et je l'associe à la notion de plaisir, de prendre du plaisir dans son travail. Parce que on est tous au quotidien, au travail, un certain nombre d'heures. Donc, c'est important parce que j'apprends des choses tous les jours. Je trouve ça génial, en fait. Ouais. Et la notion de travail doit aussi être expliquée, en fait. Doit être expliquée non pas comme une punition, mais au contraire comme un gage de développement. Et... Alors ça, c'est quelque chose que tu dis parce que tu es chef d'entreprise et que tu as une forme de liberté dans la manière dont tu travailles. Mais c'est vrai que si on parle à une personne qui est salariée, qui n'a pas forcément choisi le métier qu'elle voulait faire, qui est plutôt un métier alimentaire, tu vois, qui ne s'épanouit pas au quotidien, mais qui est obligé de payer les factures. On va prendre une femme... en situation, en famille monoparentale, qui est seule avec les enfants et qui est quand même bien obligée d'aller au travail avec un N+1 qui la fait chier. Tu vois, comment on fait pour prendre du plaisir là? Est-ce qu'il y a une forme aussi de résignation? Je pense que c'est pas ta personnalité, mais à partir de quel moment aussi on peut essayer de remettre du sens dans ce que l'on fait sans avoir nécessairement à bouger de là où on est? Là, c'est plutôt... On est dans le développement personnel, là. Je suis désolée, mais... Non, mais pas de problème. Je pense qu'en tant que manager... On va parler de développement personnel. Non, mais c'est important. Moi, c'est des questions qui aussi m'animent et me posent question. Alors là, toi, tu dis une typologie de collaborateurs ou de postes, mais c'est pour moi tout à fait le même sujet sur les nouvelles générations. Ouais. Comment on embarque, comment on fédère, et aussi où on doit mettre le curseur. Et je pense qu'en ça, il faut que les entreprises aient un projet.
Et le projet, tu dois le présenter à tes cadres, mais tu dois le présenter à tous tes collaborateurs et chacun peut aussi avoir son mot à dire. Je parlais tout à l'heure, tu vois, du projet de l'eau, de l'économie d'eau qu'on a fait. Clairement, c'est des collaborateurs qui sont opérateurs en production, qui mesurent l'eau au quotidien, qui ont vraiment suivi ça, qui ont apporté leur expérience, de dire on est au quotidien. Et là aussi, moi, je suis dirigeante d'une PME, donc si tu veux, quand je te dis il y a une proximité, il faut savoir être en écoute parce que on apprend des gens qui sont sur les lignes de production au quotidien, qui connaissent leur métier et le rôle du chef d'entreprise, c'est aussi de cultiver la fierté parce qu'en fait, quand eux sont garants du savoir-faire et de la qualité des produits, tout démarre du travail qu'ils font en fait. Et ça, pour moi, c'est très, très important qu'ils en aient conscience et de le dire aussi, en fait. Parce que nous, tu le disais tout à l'heure, on fume nous-mêmes notre poisson, on va dénerver du foie de l'autre. C'est des gestes, c'est la main de l'homme. Et la main de l'homme, c'est vraiment tous les collaborateurs au quotidien. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui... moi, j'ai pas connu ça dans les entreprises dans mes expériences professionnelles, mais il me semble urgent et important de pouvoir travailler sur cette perception du travail et comment on fait pour prendre du plaisir. Et c'est un vrai challenge. Alors, nous, comment on fait, en tout cas, comment on essaie de le faire, c'est que chacun puisse aussi avoir des missions, puisse aussi être dans une notion d'évolution en interne, pas faire que de l'externe. Et voilà, c'est d'être à l'écoute, en fait. C'est d'être à l'écoute. On avait une opératrice de production qui était hyper intéressée par la qualité. Aujourd'hui, elle fait des tests qualité. Enfin, c'est comment on peut arriver à retranscrire ça, mais ça passe par de l'écoute et en fait de se dire oui, le monde change, le monde bouge. C'est super violent pour les entreprises parce que des fois on se dit tel modèle fonctionnait donc il va continuer de fonctionner, mais il faut pas oublier que du coup les attentes aussi des collaborateurs peuvent aussi évoluer et changer. Et c'est toute une entreprise, c'est un écosystème qui est en mouvement permanent. Et oui, il faut... cette notion d'écoute, je pense qu'elle est importante. Je crois que tu l'as évoqué avec la Gen Z comme avec un opérateur ou une personne qui pourrait penser que son métier n'est pas le métier le plus valorisant ou celui qui a le plus de sens, mais le sens est bien le mot le plus important. Qu'il s'agisse d'exercer son métier ou qu'il s'agisse de décider de quitter, par exemple, une métropole ou Paris pour venir vivre sur une île. C'est finalement quel est le sens que je donne à ma vie et comment j'exerce ma vie et quel est le sens que j'ai dans l'activité qui me permet de m'épanouir. Et que quand on mène des projets et que l'on sait à quoi ces projets servent, leur finalité, pas simplement parce que je dois effectuer des tâches que mon N+1 ou mon patron me demande d'effectuer, mais parce que je sais à quoi ces tâches vont servir. Donc au final, le pouvoir de transformer une économie, le pouvoir de transformer une entreprise passe aussi par le pouvoir d'agir soi-même, soit effectivement en tant que dirigeant ou dirigeante d'entreprise, mais aussi collaborateur, collaboratrice. Et qu'au final, c'est juste un alignement des centres d'intérêt et qu'on a tous positionnés au même endroit. Oui, tout à fait. Le sens de pouvoir décider, de donner aussi des exemples. Tu vois, nous, on a mis en place des systèmes de vie ma vie dans l'entreprise pour que justement, je sais pas, de se dire, un chef de secteur a envie d'aller partager une journée en production. Quelqu'un en production va aller passer une journée en logistique. La logistique, une journée au comptoir pour cuisiner. Enfin, pourquoi ? Parce que ça donne du sens et ça permet d'expliquer aussi les contraintes du quotidien de chacun, les impératifs du quotidien de chacun et la fierté qui est très personnelle de se dire là j'ai bien réussi. Si on regarde, on a autant de réponses que de personnes présentes dans l'entreprise. Ah ouais, super. Et en fait, c'est ça qui est important. Oui, le pouvoir du sens. On recherche tous un sens. Et l'entreprise ne peut pas régler tous les maux et les problématiques
conjoncturelle, sociétale, environnementale actuelle. Par contre, l'entreprise peut donner un cadre et de se dire, nous, en tout cas dans l'entreprise, voilà le sens que l'on donne et le pouvoir que l'on donne à nos actions. Et de l'expliquer et de se dire, à partir de ce sens global, si je prends Groix et Nature, de se dire vraiment transmettre le savoir-faire insulaire en respectant les hommes, le vivant et puis notre territoire, à travers cette mission qui est assez globale, chaque personne, à travers son métier, peut y trouver du sens et que ce soit cadré de cette façon, en fait. Donc, on est tous acteurs aussi de notre quotidien et un collectif est porté par des individus, mais des individus qui ont quand même cette notion du sens commun. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu défends un leadership féminin ? Je suis jamais très tranchée en fait sur cette question-là. Je pense effectivement qu'une femme ne va pas manager ou diriger d'une façon tout à fait similaire à un homme, qui a des sensibilités qui sont différentes. Par contre, jamais je me permettrais d'avoir un avis, de se dire c'est mieux d'être une femme, d'entreprendre en tant que femme, etc. En fait, on a des sensibilités qui sont différentes. Et là encore, c'est de savoir s'entourer avec des gens qui ont des caractères différents, mais qui vont aussi, des hommes, des femmes, il faut de tout. Et on voit bien que, en fonction des sensibilités que l'on a, ça permet de faire avancer le groupe. Après, moi, j'ai beaucoup été élevée par ma grand-mère, ce que je disais tout à l'heure, et je l'ai beaucoup observée, que ce soit dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et voilà, et j'ai des modèles dans ma famille où toutes les femmes travaillaient. Enfin, je pense pas qu'il faut. Enfin, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va être différente, mais néanmoins, il y a un regard peut-être qui va apporter une petite touche en plus. Mais ouais. Oui, c'est vrai que si tu es seule femme à bord et que dans ton board, tu as, 9 hommes. Oui. Bon, c'est peut-être un mauvais équilibre. En même temps, j'imagine que la justesse est toujours au milieu des choses. Mais bien sûr. Oui, quand j'ai démarré dans l'entreprise, j'ai fait plein de réunions, non pas dans l'entreprise, mais en extérieur, où j'étais la seule femme. Ouais. Donc, j'avais 24, 25 ans. Ça pouvait être un peu impressionnant. Mais finalement, ça forge le caractère. Ça forge aussi de savoir assumer ses convictions et de les défendre. Aujourd'hui, je le vois moins, mais c'est vrai je pense qu'il faut l'avoir en vigilance parce que, oui, les femmes ont eu à se battre et à se défendre sur beaucoup de points. Mais moi, je suis pour un jugement, on va dire, équitable entre les hommes et les femmes. Je vais avoir 2 dernières questions parce qu'on arrive au bout de 7h30 d'entretien passionnant. La première, c'est quand tu dois driver tes décisions, à Groix et Nature, qu'est-ce que tu vas privilégier ? Est-ce que tu vas privilégier plutôt l'impact ou l'honneur du non-Guyadère ? Est-ce que tu vas privilégier principalement la rentabilité et la performance ? Je pense que les deux notions peuvent être concomitantes de l'entreprise, ou est-ce que tu vas privilégier plutôt l'impact de l'entreprise et des activités sur l'île et son environnement ? Est-ce qu'on peut pondérer la réponse ? La réponse est absolument libre. Là, si la réponse est libre. Oui, je dirais que dans les engagements de l'entreprise, il y a quand même l'engagement du territoire, donc de l'île de Groix, qui est hyper important. Dans un monde rêvé, ce serait le critère peut-être principal. Aujourd'hui, il y a quand même toutes ces notions économiques qui sont importantes. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait un contrepoint entre les deux, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à court terme si on veut exister à long terme. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour moi, en fait, c'est de se dire
poursuivre et valoriser et continuer tout l'engagement que l'on a mis en place à travers le territoire insulaire, la Bretagne. Mais je me bats au quotidien pour trouver des solutions pour qu'économiquement, ce soit aussi vertueux, en fait. Si tu veux, dans ma vision d'entreprise, l'un doit aller avec l'autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on a des achats qui sont très challengés, quand on a du commerce qui est challengé, quand il y a beaucoup de défis à résoudre actuellement pour les entreprises, en fait, je pense, si tu veux, que dans des périodes de turbulence, c'est important d'avoir des valeurs fortes et des valeurs qui nous ressemblent. Parce que sinon, on ne sait pas où on va. Et aujourd'hui, on peut être dans la tempête, mais par contre, il faut savoir où est le soleil et justement mener sa barque dans la bonne direction. Donc, il n'y a pas l'un ou l'autre, l'un sans l'autre. C'est l'un avec l'autre et pour l'autre. Donc, je pense qu'il est important de ne pas dissocier pour justement, quand je te parlais tout à l'heure d'un cap plus vertueux, plus régénératif, de l'avoir en tête. Et aujourd'hui, Groix & Nature, c'est une marque où on parle d'un territoire, où on parle de produits de qualité. Je dirais qu'il est urgent de pouvoir travailler à court terme en pensant au long terme, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qui en fait la complexité, mais aussi la beauté. Parce que en fonction des sujets, il n'y a pas une réponse. Tu vois, je ne peux pas prendre que des décisions en se disant, ah bah oui, évidemment, il faut faire ça pour le territoire. Bon, bah tant pis, on ne regarde pas la partie économique. Ce serait un non-sens d'un point de vue chef d'entreprise, d'un point de vue engagement de l'entreprise. Et au même titre, en fait, on ne peut pas dire, ah bah tiens, on va aller faire n'importe quoi au niveau des produits, au niveau de nos achats, pour répondre uniquement sur la partie économique sans penser à notre territoire, qui aujourd'hui est une de nos forces, en fait. Ouais. On a juste un petit peu évoqué l'influence que tu peux avoir dans les différents réseaux. Tu as évoqué un nom une seule fois, qui est celui du Conseil régional de Bretagne et qui guide au développement économique de la région. On a évoqué, sans désigner de nom, les distributeurs qui ont un rôle extrêmement important justement sur tous les sujets dont on parle depuis tout à l'heure. Quelle est l'influence que toi tu essaies de mettre au service de ces changements auprès d'une part effectivement de ceux qui conduisent à la destinée d'une région, donc les élus politiques du conseil régional, et d'autre part ceux qui ont un impact aussi très massif sur la manière dont on choisit de consommer ces produits? Je pense que c'est important de donner du temps à des associations, à des mouvements aussi qui vont être collectifs. On parlait de la marque Bretagne, j'ai parlé aussi tout à l'heure de Produits en Bretagne. Voilà, il y a d'autres instances à laquelle je participe. Là, l'entreprise a fait récemment la Convention des entreprises pour le climat, où sur la Bretagne, tu avais beaucoup d'entreprises, tu avais des banquiers, tu avais la région, donc des groupes de travail se mettent en place et c'est encore plus important, je pense, pour une PME d'être dynamique et notamment à travers son chef d'entreprise, d'être dynamique sur ces sujets-là pour pouvoir être plutôt en avance. La chance que l'on a en tant que PME, et il faut se le dire, c'est qu'on peut être agile. Donc à partir de ce moment où on peut être agile, il faut aussi être moteur pour aller un peu casser les codes, pour aller tester des choses. On parlait d'expérimentation tout à l'heure. Et en fait, en ça, oui, sur le territoire qu'est la Bretagne, tu as beaucoup de possibilités de pouvoir échanger avec des pairs. Et je pense que demain, ce qui sera important, c'est vraiment cette partie coopérative et de se dire que des confrères ou concurrents d'aujourd'hui seront peut-être aussi des partenaires de demain et de changer un peu les modèles et de savoir se poser autour de la table et de se dire on a tel sujet, comment on fait pour avancer. Donc ça casse totalement les codes que l'on a appris à l'école, que l'on a vu dans les entreprises, j'en ai conscience. Mais il n'empêche que le modèle doit se régénérer, se renouveler. Et là encore, la Bretagne, notre territoire, est en avance, très ouvert
pour pouvoir appuyer et aider les entreprises, parce que on a parlé beaucoup de la croissance des entreprises, et aujourd'hui, on mesure la croissance financière des entreprises. Demain, on mesurera aussi la croissance extra-financière. Ouais. Et tout ça, on travaille maintenant pour, en tout cas, je l'espère, avoir un monde demain qui soit plus serein, plus beau et plus en lien aussi avec la planète, avec le vivant. Et en ça, on a le pouvoir. On a le pouvoir de le faire. Et je pense qu'il est de notre devoir, en tout cas de mon devoir en tant que chef d'entreprise d'une PME d'entreprise insulaire, de me battre et de défendre avec conviction et force tous ces leviers qui feront que Groix et Nature pourra rayonner demain. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Plus, tu viens de loin, encore une fois. Tu as dû prendre un bateau, traverser d'ouest en est C'est ça, la Bretagne. Merci beaucoup. Je t'ai pas posé la dernière question et c'est la suivante. Si tu devais te poser 2 secondes et penser à une personne qui pourrait prendre ta place à Nouveau Récit et être invitée, ce serait qui? Qui serait l'invité idéal de ce podcast selon toi? Eh ben, j'aimerais beaucoup écouter Sabrina Millien de la Coloc. Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewée. Je ne l'ai pas encore interviewée. Elle a déjà été invitée. D'accord. Sabrina Millien. Je crois qu'elle a traversé des moments pas faciles et qu'elle essaie de... Et justement, je pense que c'est important aujourd'hui de montrer aussi comment les business models se font, se défont, se refont. Et qu'une entreprise doit avancer, en fait. Peu importe les tempêtes, on avance. Et c'est important de savoir rebondir. Et je trouve qu'elle le fait d'une belle façon et en étant engagée. Et voilà, j'aurais beaucoup de plaisir à l'écouter. Formidable. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que Nouveau Récit, on en parle de plus en plus. Le nouveau récit. C'est important pour le chemin qu'on a à faire.